Un sujet super important quand on est entrepreneur, c'est celui de son patrimoine personnel et de l'argent. Après tout, vous ne faites pas ça que pour l'argent, mais très peu d'entre vous le feraient s'il n'y avait aucun argent à la clé. Alors l'argent, c'est un sujet, j'en ai déjà parlé dans Coup d'État saison 1, où il y avait toute une vidéo sur l'état d'esprit que vous pouvez regarder au sujet de l'argent. Là, j'aimerais être un peu plus concret et rentrer dans les sujets de patrimoine. Grosso modo, quand vous êtes entrepreneur, vous avez 3 sources de revenus possibles. Vous avez ce que vous gagnez avec votre entreprise en salaire, ce que votre entreprise vous verse éventuellement en dividendes, sachant que c'est très rare quand on scale d'avoir du bénéfice et d'avoir des dividendes. Et il y a la valeur des parts que vous avez dans votre entreprise. Une entreprise scalable se valorise par la valeur des parts. Le but du jeu, c'est que la valeur de l'entreprise monte et que ça vous permet à des moments de pouvoir échanger une partie de cette valeur contre du cash. Grosso modo, quand on est entrepreneur, il y a 2 moments où on peut faire du cash. Il y a au moment des levées de fonds, où on distingue les levées de fonds en primaire des levées de fonds en secondaire. Primaire, c'est l'argent qui rentre dans la boîte et qui est utilisé par la boîte pour sa croissance. En secondaire, c'est l'argent qui est utilisé pour payer les gens qui vendent des actions. Donc, dans un cas, on rajoute des actions et tout le monde se fait diluer, c'est le cas du primaire. Si vous levez 1 million d'euros à 10 millions pré-monnaie, ça veut dire que vous rajoutez 1 million d'euros par-dessus les actions qui existent déjà et donc les gens sont dilués de 10%. Maintenant, si c'est du secondaire, il y a 1 million d'euros qui changent de main où des gens vont échanger des actions dans leurs mains contre de l'argent. Alors les opportunités de secondaire sont hyper importantes. Je m'explique. Une entreprise qui scale, c'est une entreprise dont le risque est à peu près constant. À chaque étape, le risque est équivalent à l'étape précédente. À chaque étape, vous relancez les dés. Vous pouvez le voir un peu comme un jeu. Quand vous faites une entreprise scalable, vous êtes dans la situation où vous allez prendre des décisions pour scaler, vous allez faire des investissements qui vont être payants ou pas payants. Et s'ils sont payants, ça va être reconnu par votre capacité à lever des fonds ou votre capacité à vendre des actions. Cette capacité à vendre des actions est super importante pour vous donner envie de rejouer. Si vous passez d'une entreprise de 0 à 100 millions de valo, par exemple, soyons fous, et que vous êtes à 100 millions de valo et que pour aller à 1 milliard de valo, il faut tout risquer. Vous comprenez bien que c'est très compliqué de tout risquer alors que vous avez déjà gagné 100 millions. C'est d'ailleurs là où la plupart des entreprises ont du mal à comprendre le scale, c'est que le scale implique le fait de relancer les dés en permanence. Ça implique de rejouer et de prendre des très gros risques. Et ces très gros risques, ils partent de quoi? Ils partent du besoin que vous avez au sein de votre entreprise de vous mettre en position de tester des choses et d'aller passer des paliers. Et les paliers, ce n'est pas linéaire. Vous êtes obligé à des moments d'aller prendre des décisions, de faire des investissements, de mettre votre boîte en danger et de rejouer. C'est pour ça que vendre une partie de ces actions à des investisseurs pour mettre de l'argent de côté, c'est une stratégie patrimoniale intelligente. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'en France, il y a un peu l'idée que le seul moyen pour un entrepreneur de gagner sa vie, c'est de vendre sa boîte et de la vendre très cher et de vendre 100% de sa boîte. Alors, c'est une vision qui est un peu bizarre et pas très orientée avec la sophistication de la finance contemporaine. Grosso modo, il y a 3 choses. On peut distinguer les entreprises qui sont pré-product market fit et post-product market fit. Si vous avez un product market fit et si votre boîte est en croissance, il faut vous payer convenablement. Qu'est-ce que ça veut dire se payer convenablement? C'est qu'il faut vous donner un salaire qui fait que vous n'ayez pas besoin de penser à l'argent. Alors c'est très inégal, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui mettent leurs enfants dans des écoles privées. Les besoins en fond ne sont pas les mêmes en fonction des situations familiales, mais dès que vous pouvez vous payer, payez-vous. Si vous avez des investisseurs, si vous avez des actionnaires qui pensent que ce n'est pas légitime que vous vous payiez alors que vous travaillez énormément pour votre entreprise, vous avez besoin de vous battre, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez besoin d'obtenir que l'entreprise que vous dirigez vous paye convenablement. Des fois, j'ai un peu l'impression en France que les entrepreneurs sont ces génies incompris au SMIC
vous n'avez pas de raison, si vous avez une boîte qui est post-product market fit, de ne pas gagner votre vie. Alors évidemment, si vous versez des salaires mirobolants et dramatiques qui mettent en danger la boîte, vous êtes idiot. Mais si vous n'êtes pas trop con, vous avez de quoi vous payer un salaire convenable pour que l'argent soit un non-sujet à court terme. Ensuite, il y a le sujet de votre patrimoine. Votre patrimoine au début est constitué de 100% de vos actions dans l'entreprise. Si vous n'êtes pas héritier et que vous n'avez pas fait d'entreprise avant, en général, 100% de votre patrimoine est votre start-up. Et au fur et à mesure que vous allez passer des milestones, au fur et à mesure que vous allez passer des grandes étapes, un certain seuil de chiffre d'affaires, un certain nombre d'employés, je sais pas, 100 employés, 500 employés, au fur et à mesure que vous scalez, il est important de marquer des micro-victoires et de transformer une partie de ce patrimoine en une diversification et donc d'échanger une partie de vos actions contre de l'argent. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs ne pas vouloir faire ça parce qu'ils croyaient à leur entreprise et c'est normal, je vous l'ai dit, il faut croire, il faut avancer, mais il ne faut pas être idiot. Tout peut arriver et d'ailleurs, les gens ont tendance à oublier les éléments exogènes. Je m'explique. Par exemple, récemment, dans The Family, on a eu le cas d'un entrepreneur dont la boîte va super bien. Il n'a pas fait de secondaire parce qu'il se disait pourquoi faire, parce que ma boîte va super bien. Et il a eu un drame personnel qui l'a mis en situation de devoir quitter son poste et d'avoir besoin d'argent. Et bien ce drame exogène qui n'a rien à voir avec la vie de la boîte l'a mis dans une situation difficile parce qu'il n'a pas sorti d'argent au moment du momentum. Et maintenant qu'il doit partir pour des raisons personnelles, personne n'est motivé pour lui donner de l'argent parce que personne ne sait à quoi va ressembler l'entreprise lorsqu'il ne sera plus là. Donc l'optimisme, c'est bien, c'est important, il faut être optimiste, mais il ne faut pas être idiot, il faut s'assurer une certaine sécurité et une certaine stabilité. D'ailleurs, pensez à la libération mentale. Plus vous vous serez assuré une certaine sécurité et plus vous pourrez prendre des décisions audacieuses, fortes. Et d'ailleurs, c'est là où c'est hyper important de se sentir libre. Récemment, le fondateur d'une grande entreprise à succès à Paris m'a dit que s'il n'avait pas sorti de l'argent, il ne prendrait aucune des décisions qu'il prend aujourd'hui parce qu'il aurait trop peur de tout perdre. Donc, vous ne mettez pas dans la situation où vous avez peur de tout perdre. Mettez-vous dans la situation de vous protéger, de protéger les vôtres. Après tout, si vous êtes entrepreneur et que vous travaillez beaucoup plus que la moyenne, c'est aussi pour qu'à un moment, ça se reflète dans un gain financier réel. Alors, il y a un discours en France qui dit que, et d'ailleurs tenu par certains entrepreneurs à coup d'État, dans les événements coup d'État, c'est que pour être motivé, il faut être frugal. Je ne sais pas d'où vient cette idée. Et d'ailleurs, je sais très bien que c'est une idée qui est très, très partagée dans une certaine culture française qui a peur de l'argent et qui voit l'argent comme un vice. L'argent n'est pas un vice, l'argent est un confort. Si vous êtes le moins payé de la boîte, si votre boîte a le malheur d'avoir le moindre problème, vous allez le regretter très ardemment. Et en plus, cette idée que le patron ne doit pas être payé à la hauteur de son travail, c'est un mauvais signal. Si vous êtes trop payé, évidemment que ce n'est pas bon pour tout le monde, c'est démotivant. Si vous gagnez 100 fois plus que tout le monde dans votre entreprise, ça n'a pas de sens. Mais si vous gagnez moins que tout le monde, ça n'a pas de sens non plus, parce qu'un jour vous vous rendrez compte que vous avez dilué, que vous avez laissé des investisseurs rentrer, vous n'avez pas 100% de la boîte et que vous n'avez pas 100% de la valeur créée et que c'est normal d'être payé pour votre travail. Alors c'est quoi les grandes questions qu'on pose tout le temps sur l'argent ? C'est une bonne question, c'est un sujet que j'ai pas beaucoup abordé actuellement. Alors laisse-moi réfléchir. Ouais. Alors il y a un gros sujet qui est sur la mission d'equity. Ouais. Pour les gens qui pigent jamais que dalle, genre tu vois, même chez nous la team, genre je me suis assis avec chacun d'entre vous au moins 1h30 pour leur expliquer chacun leur tour ce que ça voulait dire prendre de l'equity. Ce que ça impliquait comme genre mettre en perspective l'argent potentiel à gagner selon les milestones qu'on atteint, etc. Parce qu'en fait, on voit encore beaucoup de cas où quand tu proposes equity versus au salaire, les gens choisissent au salaire et ils ont le seul 5 ans après. Donc il y a ce truc-là. Donc comment tu transmets l'équipe en fait. Ok. D'ailleurs, cette histoire que je vous ai racontée à propos de vous protéger en tant qu'individu, vous devez aussi ressentir cette responsabilité que vous avez au sein de votre équipe. Je pense qu'il est très important que des gens qui travaillent dur dans une start-up reçoivent de l'equity et participent au succès financier de l'entreprise. Alors, il faut éviter quelques erreurs de débutants. Par exemple, moi, avant, je faisais un truc où je disais aux gens, vous avez le choix entre un peu plus de salaire et moins d'equity,
et plus d'equity et moins de salaire. Évidemment, les gens prenaient toujours plus de salaire et 5 ans plus tard, ils ont le seum, comme dirait Valentin. Alors évidemment, cette situation, elle est finalement de ma responsabilité. C'est pas facile pour un employé de se projeter sur qu'est-ce que ça veut dire prendre ce deal à court terme. Donc c'est à vous de faire des deals simples et c'est à vous de mettre les gens dans une situation où ils ne comprennent pas forcément la valeur sur le moment de l'equity que vous leur donnez. Et ça peut être terriblement frustrant pour un entrepreneur. À The Family, on donne de l'equity à tous les employés et des fois, ça me frustre. Je me dis, mais ce n'est pas possible de donner autant de valeur et que les gens ne s'en rendent pas compte et qu'ils viennent me casser les pieds pour 20 € sur leur fiche de paye. Mais en fait, à long terme, c'est important que les gens restent sur le bateau. Les problèmes de riches sont aussi graves que les problèmes de pauvres. Si votre entreprise réussit et votre entreprise scale, vous n'avez pas envie qu'elle s'arrête en bon chemin parce que les gens se rendent compte a posteriori qu'ils n'ont pas participé à l'histoire de création de valeur. Et ils seront très reconnaissants si vous avez pris les bonnes décisions. Donc mon conseil, il est d'impliquer avec un plan d'equity l'ensemble des salariés de votre entreprise le plus tôt possible. Et à chaque fois que vous avez une opportunité de sortir de l'argent personnellement, donnez cette opportunité à tout le monde. Ne vendez pas des actions dans votre coin sans laisser tout le monde vendre. Si vous vendez 20% de vos actions, laissez tous vos employés avoir la possibilité de vendre 20% de vos actions. Il y a une histoire très célèbre des fondateurs d'Airbnb qui ont organisé un petit secondaire pour se mettre à l'abri financièrement à un moment donné de leur développement. Et un de leurs actionnaires leur a conseillé de le mettre à disposition de tous les employés. Les fondateurs d'Airbnb disent que c'est l'un des meilleurs conseils qu'ils ont reçus et je comprends pourquoi. Parce que quand vous prenez ce genre de décision sur le coup, vous ne voyez pas forcément les conséquences, mais à long terme, la cohésion sociale de votre entreprise passe aussi par le fait que tout le monde se sente impliqué. Le problème, c'est qu'en France, les gens ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à ce que c'est des actions, combien ça vaut, quand est-ce qu'ils peuvent les vendre, etc. Alors, petit secret, vous pouvez expliquer 200 fois, à la fin, ils ne comprendront rien non plus. Ils ne comprendront que le jour où ça devient réel avec de l'argent sur leur compte en banque. Mais ce n'est pas grave, passez cette frustration, acceptez l'idée qu'ils ne vont pas forcément comprendre, essayez d'être pédagogue, essayez d'expliquer. Il y a de plus en plus d'outils, par exemple Equity à The Family, essayez de créer des guides, etc. pour les salariés. Siri. Siri wants equity. Évidemment, tout ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous preniez la bonne décision. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Un jour, un type m'a dit que les ingénieurs dans son entreprise étaient nuls en négo. Donc, il avait arrêté de négocier leur salaire parce que les sales étaient toujours meilleurs et les sales finissaient toujours par être mieux payés que les ingénieurs, alors que les sales et les ingénieurs étaient aussi importants dans leur boîte. C'est un peu la même chose avec l'equity. Ce n'est pas parce que les gens ne comprennent rien que vous devez profiter de cette situation malgré vous. Ce n'est pas du business, c'est de la cohésion. Votre équipe, c'est votre rôle d'en prendre soin et c'est aussi de en prendre soin malgré eux. Quel est le bon timing pour mettre en place ce genre de plan d'equity? Alors, le problème, c'est qu'on est en France et les plans de BSPCE, ça coûte cher. Il faut des avocats, il faut tout ça, etc. Disons qu'avant que la matérialité de l'entreprise est vraiment actée, ne vous embêtez pas trop à mettre ça en place trop tôt. Mais dès que l'entreprise commence à être matériellement indépendante, commence à grossir, mettez en place le budget de 5 ou 6 000 € nécessaire à faire ça proprement. Tout le monde vous en remerciera. Évidemment, c'est d'une grande complexité juridique et ce n'est pas très grave si vous ne l'avez pas mis, si vous avez donné votre parole. Pourquoi? Parce que ce qui sera important, c'est que s'il y a un exit, vous pouvez toujours trouver des moyens de vous arranger. Plus tôt vous le faites, mieux c'est. Et ce n'est pas si grave si vous le faites un peu plus tard. Il existe aussi le cas de certains d'entre vous qui nous regardez, qui n'ont pas envie de faire une boîte hyper scalable, qui ont envie d'apporter de la scalabilité de leur entreprise tout en gardant 100% de l'equity et 100% du contrôle. Ce n'est pas grave, c'est important, mais tout ce que j'ai dit s'applique aussi avec une autre forme de rémunération qui est les dividendes. Dans ce cas-là, dans votre cas à vous, ne réinvestissez pas 100% de vos profits, mettez un peu d'argent de côté pour votre avenir et pour le cas où vous avez peut-être plus envie de travailler sur votre boîte, ou votre boîte n'est plus le centre de votre vie. Pensez assurance. La vie est pleine d'optimisme et vous pouvez prendre des grands risques si vous savez construire des filets. N'hésitez pas à créer ce filet de sécurité, que ce soit par le salaire, les dividendes ou le fait de vendre une partie de vos actions.
Au-delà de l'equity, l'une des grandes questions d'argent qui revient de façon récurrente quand vous scalez, c'est celle des salaires. Alors, malheureusement, il n'y a pas de secret. C'est le moment où vous êtes le plus désaligné entre votre équipe et le besoin de la boîte. Le besoin de la boîte, quand on scale, c'est de payer le moins possible les gens. Pourquoi? Parce que le scale a besoin d'investissement. L'investissement crée la croissance et la croissance passe par le fait que les gens ne captent pas trop de valeur. Si vous surpayez les gens ou si vous payez les gens trop bien, vous vous retrouvez dans la situation de ne pas avoir les moyens d'investir dans votre croissance. Et ça a un impact géométrique. Tout euro que vous ne mettez pas au travail de votre croissance, c'est un euro dont la croissance est perdue à jamais et dont le rendement de ces euros futurs sont perdus à jamais. Il y a un discours de George Washington, je crois, « Time is money », le temps c'est de l'argent, qui explique que chaque centime que vous ne gagnez pas, c'est un centime que vous n'épargnez pas et c'est un centime qui ne produira pas les intérêts. Alors cette obsession, évidemment, elle a comme limite la dignité, le fait de payer les gens correctement et surtout de payer les gens pour qu'ils soient motivés. Mais c'est là où il faut avoir des conversations ouvertes et sérieuses avec les gens par rapport à leur niveau de rémunération, comparer ce niveau de rémunération par rapport à ce qu'ils gagneraient ailleurs et ne surtout pas comparer ça à certains accidents. Par exemple, un cas typique, c'est quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « voilà, je gagne 80 000 euros chez toi, on m'a proposé 120 000, c'est mon nouveau salaire de marché. » Non, c'est une opportunité. Si c'est important pour les gens, ils n'ont qu'à la prendre. Vous trouverez quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez pas suivre les entreprises qui payent au-dessus du prix de marché. Il y a des entreprises qui ont des marges énormes, qui payent leurs gens bien au-dessus du marché pour être très attractives. Quand vous êtes une entreprise qui scale, vous ne pouvez pas être en concurrence avec ces entreprises-là. Et d'où l'intérêt de donner de l'equity, d'où l'intérêt de mettre les gens et de les rendre responsables du succès futur. C'est très, très, très important de garder les salaires en contrôle. Donc, quand votre équipe vient vous challenger et vous demande des augmentations de salaire, vous devez comprendre que ces augmentations de salaire ne peuvent pas être continues, elles ne peuvent pas être aléatoires. Il faut absolument, dans une entreprise qui scale, mettre en place des politiques de rémunération et lier ces politiques de rémunération avec des objectifs clairs dans l'entreprise. Par exemple, une entreprise de The Family publie son business plan et dit aux salariés « voilà le business plan qu'on a promis à nos investisseurs. Tout ce qu'on fait au-dessus, on en redistribuera une partie. » Donc, grosso modo, si l'objectif de l'année, c'est de faire 8 millions de chiffre d'affaires, si l'entreprise atteint 9, 10 ou 11, ils prennent ce surplus, ils prennent 30% de ce surplus et le divisent à part égale dans l'entreprise. Vous voyez, ça, c'est une façon saine de rendre les gens responsables de la valeur. Il y a des années où ils explosent tout, il y a des années, ils n'atteignent pas leurs objectifs et personne n'a de bonus. Mais c'est important de comprendre que les primes et les bonus ne sont pas indus au travail, mais indus à la performance. Il faut sortir de la culture du travail et rentrer dans la culture de la performance. Et la performance, c'est que si ça marche, ça paye. Si ça ne marche pas, ça ne paye pas. La bonne façon de payer les gens, c'est d'avoir une double tension. Il y a la paie minimum, qu'on va appeler le Minimum Viable Pay, MVP. Et il y a la paie qu'on touche parce que l'entreprise va bien. Il faut dissocier les deux. Grosso modo, dans une entreprise qui scale, il faut que les gens comprennent ce qu'ils vont recevoir et qu'est leur dû en échange de leur travail, et ce qu'ils vont recevoir et qu'est leur dû en échange de leur performance. Ce qu'ils vont recevoir en échange de leur travail doit leur permettre de vivre sans se poser de questions. Et ça se détermine par des questions de coût. Par exemple, Buffer a fait une grille de salaire qui différencie les gens qui travaillent à Londres, des gens qui travaillent à Paris et des gens qui travaillent en Thaïlande parce que le coût de la vie n'est pas le même. Et ce n'est pas idiot de prendre en compte des éléments exogènes pour pas que les gens soient en galère pour louer un appart ou aient des problèmes extérieurs qui viennent affecter leur travail. Maintenant, ce package-là, par définition, est limité par rapport au package final qui est que celui que dans une entreprise où les gens performent, les gens doivent être bien payés. Et la limite à ça, c'est évidemment le prix de marché où en fait, à un moment donné, vous ne pouvez pas payer les gens plus que ce que les meilleurs sur le marché offrent parce que vous ne pouvez pas être inflationniste à l'infini. Encore une fois, s'il y a des bénéfices, ces bénéfices doivent être utilisés pour la croissance et cette croissance est plus importante que tout. D'où l'intérêt de donner de l'equity qui prend le relais. Donc grosso modo, vous avez la paie de base qui doit permettre aux gens de vivre convenablement.
vous avez la performance qui permet aux gens d'avoir un reward à court terme et vous avez l'equity qui permet de célébrer le succès à long terme. L'argent, c'est le sujet tabou dont personne ne veut parler et pourtant l'argent, c'est le centre d'une entreprise. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'avez pas d'entreprise. Le cash, c'est le sujet le plus important de votre entreprise. En tant que fondateur d'une entreprise qui scale, comprendre les mouvements cash, c'est comprendre où va la valeur et comprendre comment les gens sont récompensés pour leur travail et de rendre ça clair et accessible à tout le monde dans votre équipe, c'est une de vos responsabilités. Si vous faites ça, les gens vont être surmotivés. S'ils sont surmotivés, ils ont le moral. S'ils ont le moral, ils vont vous permettre d'atteindre l'impossible et de faire une entreprise qui scale d'autant plus.